Le secteur a naturellement tendance à grandir de 20 à 30% par an. Un des enjeux de la digitalisation aussi, c'est une question stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise, elle décide de se lancer dans cette démarche-là, d'y mettre les moyens, les ressources pour pouvoir rendre cela possible aussi. Ces grands acteurs européens ou mondiaux qui font des équipements, ils s'appuient sur un tissu d'ETI ou de PME qui, eux, forcément, sont beaucoup moins digitalisés. Bonjour Samy, bonjour François. Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter les défis de l'industrie de l'aéro et de la défense grâce aux données. Bien, moi, donc, je suis Samy Chahabi, je travaille chez Minitab, ça va faire bientôt 25 ans. Donc, j'ai passé une vingtaine d'années dans la formation de conseil en zone IMIA. Et puis, ces dernières années, j'ai plutôt, on va dire, œuvré côté avant-vente. Donc, j'accompagne notre équipe commerciale dans la région Europe du Sud, qui se concentre beaucoup sur France, Italie, Espagne, Portugal et les pays de la Méditerranée, pour identifier, comprendre les problématiques autour de la donnée de nos clients et de nos prospects pour proposer les solutions adaptées avec une composante logicielle et une composante d'accompagnement. Et notamment, on travaille aussi effectivement dans ce cadre-là avec les secteurs de l'aéronautique et de la défense. Et moi, je suis François Durieux, je suis un des partenaires de la société Argan & Co. Argan & Co, on est une société de 900 consultants dans le monde, spécialisée dans la performance des opérations. On est 280 en France. La performance des opérations, ça recouvre quoi? Ça va de l'optimisation auprès de toutes les fonctions de l'entreprise, donc du développement, des achats, de l'industrialisation, du manufacturing, de la planification, la distribution et la maintenance, donc vraiment toute la chaîne de valeur et les fonctions support qui vont avec. Et on accompagne nos clients pour qu'ils soient plus performants autour de ça. Et moi, je suis le partenaire référent en France sur le secteur de l'aéronautique et de la défense. Quels sont les principaux enjeux rencontrés aujourd'hui dans l'industrie de la défense et de l'aéro? Alors, d'abord, l'aéronautique et la défense, c'est un secteur qui a beaucoup de chance. C'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de croissance à venir. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est l'accroissement du trafic commercial, touristique et, on va dire, et d'affaires. Donc pour les prochaines années, les prévisions sont extrêmement fortes. Et il y a bien sûr toutes les tensions géopolitiques actuelles qu'on vit tous, qui font que on va dire, le secteur a naturellement tendance à grandir de 20 à 30% par an pour les prochaines années, donc au moins les 6-7 prochaines années, si on a une vision, on va dire, court-termiste du secteur, et voire un peu plus loin si on regarde la défense. Donc c'est un enjeu en tout cas de croissance extrêmement fort. Et donc derrière les enjeux de croissance forte se cachent, on va dire, trois types de problématiques. Il y a un enjeu de développer une supply chain de bout en bout du secteur qui fonctionne, à savoir des fournisseurs capacitaires à tous les rangs, donc ceux qui assemblent, ceux qui font des équipements et puis ceux qui font des pièces ou voire des matières premières. Donc tous ces gens-là soient capacitaires. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu du secteur, ça va être que même s'ils sont capacitaires, c'est quand même assez compliqué de les synchroniser. Donc comment on crée de l'information et de la data pour les synchroniser, et pour que tout ça, tout le monde vise la même étoile polaire et les mêmes équipements à fabriquer, ou les mêmes avions, etc. à fabriquer. Et le troisième enjeu, qui reste toujours un enjeu très inhérent au secteur, ce sont des produits complexes, en constante évolution en termes de définition. C'est des produits qui durent très longtemps. Donc il y a toujours cette logique de maîtrise des produits dans le temps, de maîtrise de la définition et de la qualité dans le temps, qui font que ça fait un cocktail assez intéressant, dans lequel la data a en tout cas pas mal de rôle à jouer. Quel est l'impact de ces enjeux sur les processus industriels et la digitalisation dans ces secteurs? Pour opérer en fait cette transformation vers le digital, il y a plusieurs choses sur lesquelles en tout cas ces secteurs-là doivent travailler. Donc il y en a un qui correspond déjà à tout ce qui est lié à l'intégrité de la donnée. Donc comment on fait pour assurer que les données soient exploitées de la bonne façon, qu'on y accède de la bonne manière, en toute sécurité, sans avoir de risque bien sûr que des secrets soient divulgués, que les données soient, je dirais, partagées pas forcément au bon niveau d'interlocuteur à chaque fois dans l'organisation. Mais comment on fait aussi pour concrètement faire en sorte d'agréger l'ensemble de la donnée pour la faire parler.
parce qu'il est là l'enjeu aussi quelque part, c'est comment on arrive à, dans une organisation où on a souvent beaucoup de données en silo, à rassembler ces données-là dans une même source unique et exploitable. Donc ça, c'est un des enjeux forts que l'on rencontre. Il n'est pas propre au secteur de l'aéro et de la défense, on le retrouve aussi dans beaucoup d'autres secteurs, mais encore plus fort dans ces secteurs-là. Ensuite, on va avoir aussi la problématique de comment permettre aux métiers d'accéder à cette donnée. Parce qu'au final, aujourd'hui, on fait beaucoup, je dirais, appel à l'IT, donc le service informatique, qui va mettre à disposition potentiellement des solutions. Mais la difficulté, c'est d'avoir une solution qui est capable de pouvoir rassembler cette donnée-là et de traduire et de mettre en forme ces données pour qu'ensuite elles puissent être exploitées par les différents métiers. Parce que dans une organisation, on va avoir bien sûr le service qualité, la production, mais aussi la R&D, le département de la supply chain, de la maintenance et autres, qui vont avoir besoin d'accéder à cette donnée-là avec différents besoins et différentes utilisations au final. Donc là, il y a un gros enjeu dans lequel on a besoin, je dirais, de proposer quelque chose qui permette à ces sociétés-là, ces organisations-là, de trouver la façon de travailler qui soit efficace. Et puis, il y a aussi un enjeu qui est lié à la compétence des équipes. Parce que utiliser la donnée, c'est une chose, mais derrière, en extraire de l'information à travers différents moyens, je dirais. On peut penser par exemple à des solutions comme du dashboarding, comme de l'analyse ad hoc, de l'analyse en continu, de l'analyse préventive. Donc différents types d'analyse, différents types de restitution de l'information. Parce qu'au final, ça va servir quoi? Ça va servir la communication qu'on fait entre les différents départements au sein d'une même organisation, mais aussi avec les parties prenantes externes, comme des clients, des fournisseurs, des organismes de normalisation, de régulation, qui vont challenger sans cesse ces acteurs-là, ces métiers, pour retranscrire en fin de compte une information qui va permettre de valider, de justifier un choix par rapport à telle ou telle démarche. Et donc tout ça, bien entendu, nécessite effectivement qu'on ait les compétences adéquates pour permettre de, après une analyse, de faire la bonne interprétation et de s'appuyer sur cette interprétation-là pour prendre la bonne décision au niveau métier. Donc il y a cet aspect intégrité de la donnée, souveraineté, mais aussi aspect compétence qui est assez, je dirais, compliqué aussi à maintenir au cours du temps parce que les personnes dans une organisation vont changer de rôle, vont changer d'organisation, vont travailler sur différents sujets. Et donc, comment on fait pour maintenir la compétence également dans le temps pour assurer cette pérennité du savoir-faire aussi au sein de l'organisation. Donc ça, c'est un peu les gros enjeux, je dirais, qu'on retrouve au niveau de l'utilisation et de l'exploitation de la donnée notamment. Moi, je partage en tout cas beaucoup ce que tu as présenté. Si je donne quelques exemples, parce que moi, qui me semble bien appliqué au secteur, tu vas avoir un des premiers endroits où d'ailleurs le secteur s'est organisé pour le traiter, c'est tout ce qui est les portails de relations clients-fournisseurs. Donc en tout cas en France, à travers le GIFAS, qui est un groupement professionnel des acteurs de l'aéronautique, ils ont développé une solution qui s'appelle Air Supply, qui est un portail pour mettre en relation les clients et les fournisseurs, qui est normalisé et standardisé pour que s'il soit déployé dans le secteur. Donc c'est un des premiers éléments de mise en commun de la donnée et de partage de la donnée que tu évoquais, qui me semble en tout cas vraiment intéressant. Alors c'est une action qu'ils ont lancée, mais qui me semble en tout cas pas encore être aboutie pour aller jusqu'au bout. D'abord parce que c'est déployé imparfaitement dans le secteur. Et la deuxième complexité de cette mise en relation est inhérente, je pense, à la situation de ramp-up que vivent actuellement les entreprises. Ils partagent de l'information en disant voilà ce que tu dois faire. Mais quand dans une situation où tu as une grande tension sur les ressources, entre ce que tu dois faire et ce que tu sais faire, il y a un vrai écart. Et aujourd'hui, notamment Air Supply, où les modes de communication qu'ils ont entre clients et fournisseurs, ça porte généralement une sorte d'information qui est un mélange entre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je sais faire, qui laisse lieu à beaucoup de réinterprétations par les acteurs de c'est quoi le bon signal pour se dimensionner.
Mais ça, en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut tirer. Il y a une deuxième par rapport sur l'intégrité et je veux dire la continuité des données à travers la chaîne. Il y a tous les échanges autour du PLM, de la configuration, enfin en tout cas c'est ce que j'expliquais en introduction, qui est toujours un enjeu, à savoir vous avez je sais pas, un calculateur sur un avion de chasse, un avion bombardier par exemple, ou même un avion civil. Ces produits-là sont en constante évolution. Et donc ça veut dire que vous avez des systèmes PLM donc, qui captent la durée de vie, en tout cas la configuration telle qu'elle doit être fabriquée, et puis après aussi parfois même telle qu'elle est fabriquée, qui ne peut pas être toujours la même chose, à travers le temps. Et ça, il faut que cette information-là cascade de la personne qui intègre l'avion à l'équipementier, voire à celui qui fait la carte, voire jusqu'à suivre les numéros de lot, de métaux ou de coulées si on fait des pièces mécaniques. Donc ça c'est pour moi un deuxième vraiment enjeu majeur du secteur, en tout cas qui se traduit ces effets de ramp-up. Et le troisième effet qui est, j'expliquais le portail client-fournisseur qui existait, comment on fait ça, c'est comment on a cet effet client-fournisseur, mais il faut imaginer quand on intègre un avion, on intègre quelques milliers quelques dizaines de milliers de références différentes et quelques millions de pièces. Donc la synchronisation, je veux dire de 1 à 1, c'est plutôt fait via le portail fournisseur. Et une deuxième chose, c'est quelle est la synchronisation qu'on arrive à créer avec les datas pour voir quels sont tous les fournisseurs qui arrivent et qu'on soit capable de piloter le dernier manquant et voir où sont les points faibles de ma chaîne et comment je fais pour le piloter correctement. Moi, en tout cas, c'est les 3 principaux enjeux, il y en a forcément d'autres, mais que je vois sur le secteur. Quels sont les principaux freins à la digitalisation des processus? Les principaux freins pour la digitalisation, c'est souvent la difficulté de pouvoir rassembler les données qui sont issues de différents systèmes. Donc il y a plein de systèmes différents. On peut parler de systèmes logiciels, de systèmes d'instruments pour mesurer. Ça peut être des bases de données, ça peut être des automates et j'en passe. Et dans chaque type d'outil, d'instrument, de système, on va avoir en fin de compte un format bien défini qui est différent d'un système à un autre. Donc comment on fait pour articuler derrière la collecte de la donnée pour arriver justement à avoir une même base qui permette d'exploiter la donnée et de faire le traitement derrière. Il y a des solutions qui existent pour ça, bien évidemment, mais encore faut-il pouvoir s'adapter à tous ces systèmes-là pour les faire communiquer de manière unifiée. Okay ? Donc ça, c'est les enjeux que l'on rencontre et c'est la problématique. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais encore en réunion client. C'était pas dans le domaine de l'aéronautique, mais un autre domaine, et c'était les mêmes problématiques qu'il y avait en jeu. C'est-à-dire plusieurs systèmes, du système développé maison, du système externe, avec différents types d'architecture, différents types de mécanismes pour récupérer la donnée, et comment on fait pour réunifier tout ça. Et derrière, un des enjeux de la digitalisation aussi, c'est une question stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise, elle décide de se lancer dans cette démarche-là, pour que ça devienne un enjeu stratégique, d'y mettre les moyens, les ressources, pour pouvoir rendre cela possible aussi. Parce que, effectivement, moi je vois aujourd'hui, dans le cadre des visites clients que j'opère, ce n'est pas encore improbable de trouver des organisations qui travaillent avec une feuille de papier pour noter des relevés de mesures sur X ou Y. Et on est bien loin de la digitalisation dans ces cas-là. Donc, moi, ce que j'observe aussi, c'est, à mon sens, on se fait aussi peut-être une montagne de quelque chose qui n'est pas si énorme que ça à transformer. C'est plus, à mon sens, comment on va gérer le changement au niveau de l'homme, parce que c'est toujours ça la clé quelque part. Dans toute initiative d'amélioration, de transformation, c'est l'homme qui va faire cette transformation. Et pour peu que c'est très humain d'être réticent au changement, c'est ça qui va apporter les principaux freins en fin de compte. Parce qu'on a les solutions,
on a la possibilité de faire cette transformation-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui entre les solutions logicielles, informatiques, l'IA et bien d'autres. On a les outils à disposition. C'est comment on les met en musique et comment on va aider justement le facteur humain à faire cette transformation. Et sans une vision stratégique qui va venir de haut vers le bas, ça va être très compliqué, à mon sens. Alors je peux que partager, rebondir sur ce que tu dis. Un des énormes enjeux qui est intéressant quand on parle d'aéronautique et défense, c'est un peu différent les enjeux. Il y a bien sûr cet enjeu de continuité numérique que tu as très bien décrit. Il y a, je pense, quelque chose qui est difficile, en tout cas qui est pas sur lequel les organisations et les entreprises ne sont pas complètement au clair, c'est comment je gère la dimension souveraineté de la donnée autour de ça. Alors, ça dépend, donc vraiment, dès qu'on est très, on va dire, aéronautique commerciale, etc., c'est plus simple. Donc, je rejoins ce que tu dis, c'est vraiment les solutions existent, il faut les mettre en musique et il faut convaincre le dirigeant, c'est un enjeu stratégique, il faut y aller. Il faut qu'on ait en tout cas une stratégie entre l'IS/IT et les métiers pour y arriver, avec des fonctions de Chief Data Officer, etc., qui commencent à arriver et qu'on voit naître chez nos clients, voire être largement déployés. Sur la dimension défense, je pense qu'on est un peu plus je ne vais pas dire en difficulté, en tout cas peut-être plus en retard, parce qu'il y a toujours cette difficulté de est-ce que c'est une donnée sensible ou pas. Donc, et c'est une discussion importante et intéressante à avoir dans les organisations. J'imagine que la définition précise d'un élément pour un système de défense, oui, c'est une donnée sensible, et en même temps, on a besoin de la partager avec ses fournisseurs et avec ses sous-traitants dès qu'on commence à le fabriquer. Donc, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça c'est une dimension qui me semble aujourd'hui peu travailler, ou travailler difficilement, parce qu'on doit en même temps faire cohabiter ce que demandent les autorités, donc là, en France, la Direction Générale de l'Armement, enfin, mais c'est pareil dans tous les pays, hein, et ce que veut faire l'entreprise, et il y a une responsabilité juridique autour de ça. Ça, c'est la première chose. Et sur la partie techno, le cloud souverain français, il est en train d'arriver, mais il n'est pas encore complètement là. Ou un cloud souverain européen, c'est pareil. Donc ces deux dimensions techno n'existent pas complètement. Et il n'y a pas eu enfin en tout cas l'écosystème n'a pas encore atterri sur quelque chose auquel c'est clair, il y a 2 ou 3 solutions, les gens peuvent les choisir et se positionner. Donc, ce qui fait que sur la partie de défense, je pense qu'il y a en plus des enjeux de continuité numérique, il y a un enjeu techno et une prise en main par le secteur de comment on traite ce sujet-là. Comment les données issues des opérations, production, maintenance, logistique sont-elles interconnectées, partagées et valorisées aujourd'hui? Si on reprend la notion de continuité numérique, il y a un certain nombre de briques qui quand même commencent à être structurées depuis quelques années. Donc la plupart des grands systémiers ou des grandes entreprises qui font de l'assemblage ont mis en place des PLM, des systèmes de gestion des données techniques, de gestion de configuration qui existent, qui sont plutôt interfacés avec leur système transactionnel, donc ce qui va être l'ERP, voire, comme j'expliquais, avec des portails pour discuter. Donc ça, on a cette continuité qui existe, mais aujourd'hui, elle est plutôt, on va dire, au sein des entreprises, mais pas si transverse que ça d'une entreprise à l'autre. Je rappelle que pour fabriquer je sais pas, un équipement, un moteur, ça doit être 19 niveaux de nomenclature. Donc vous imaginez, il y a 19 niveaux qui se parlent, et ça c'est juste le moteur qui lui-même va s'attacher sur une nacelle, qui va être sur un avion. Donc, vous voyez, donc là, dès qu'on commence à faire ça, on arrive à vraiment beaucoup de niveaux de nomenclature. Donc quand on commence à vouloir faire de la continuité de bout en bout, je pense que ça reste très fragile. Et c'est vraiment un point qui doit continuer à être travaillé. Donc ça, c'est vraiment en termes de système. Et il y a, je pense aussi, si on va plutôt sur le côté humain, dans les organisations, c'est des sujets qui sont encore assez disjoints dans la tête soit des directions, voire dans les différents services. Le sujet de la définition, c'est plutôt un sujet qu'on adresse aux ingénieurs ou à l'industrialisation. Le sujet de l'ERP, c'est plutôt au planificateur,
aux gens qui vont faire des appros et des achats. Les sujets de tout ce qui est collecte de données de production, les mesures, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai eu les bonnes tolérances sur les pièces, etc. C'est encore des systèmes à part et plutôt dans la main on va dire, des opérationnels type production, manufacturing. Donc aujourd'hui, chacun, on va dire, optimise un peu dans sa ligne de nage ou travaille en tout cas dans sa ligne de nage, alors que tout le monde est dans la même piscine. Donc ça, c'est pareil, je pense qu'il y a encore du travail autour de ça pour mettre plus en commun les données et aller plus loin. Ouais, je partage tout à fait ça parce qu'effectivement, c'est assez proche en fait de ce qu'on décrivait juste avant dans la question précédente avec le fait que les données sont en silo. Ben, dans les organisations, on travaille beaucoup en silo aussi, c'est-à-dire que les différents départements vont travailler chacun de manière isolée et il y a un manque de communication en fin de compte la plupart du temps. Donc, par exemple, on arrive en bout de chaîne, on va inspecter la pièce finale, on va se rendre compte qu'elle répond ou pas aux exigences du client, par exemple, mais on n'est pas forcément capable de dire à quel moment il y a eu un problème sur cette pièce-là qui s'est manifesté, à quelle étape du processus, quelque part, qui va faire qu'on va arriver à cette pièce qui est défaillante ou qui n'est pas en adéquation avec les spécifications à la fin. Et à mon sens, on y gagnerait à travailler plus sur cette continuité-là. Il y a des démarches d'initiatives d'amélioration continue autres qui existent à cet égard, qui demandent à ce qu'on travaille main dans la main entre les différents départements, mais ça manque à mon sens aujourd'hui parce que, faute de données qui permettent d'appuyer justement et de supporter les équipes métiers de manière transversale, c'est ça qui permettrait à mon sens de faire le lien quelque part. Et tant qu'on ne met pas en place une solution qui permet d'aller tirer la donnée de bout en bout, c'est-à-dire du début de la phase de conception jusqu'à la phase finale de fabrication de la pièce ou du produit, on va avoir du mal en fin de compte à opérer ce suivi et cette traçabilité de la pièce au long cours pour arriver à quelque chose qui permette de répondre beaucoup mieux aux exigences et de réduire le temps de cycle, de contribuer en tout cas à optimiser le temps de cycle, mais aussi à optimiser la qualité des produits et la façon de fabriquer ces produits et ces pièces, à mon sens. Oui, alors je mettrais un léger bémol à ce que tu ajoutes. Bien sûr, dans l'aéronautique, la traçabilité, il ne faut pas faire peur aux gens, elle est extrêmement forte. Oui. Les pièces, elles ont une histoire, elles sont suivies. Et quand il y a un fait qualité, les gens savent le tracer. C'est-à-dire que... Mais par contre, comme tu dis, ce n'est pas forcément digital. Oui. Et donc, ce n'est pas toujours digital. Alors, c'est pareil, on va dire les plus grands acteurs, bien sûr, ils s'y sont mis. Mais il faut imaginer que, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire le ramp-up en ce moment, c'est que même ces grands acteurs européens ou mondiaux qui font des équipements, ils s'appuient sur un tissu d'ETI ou de PME qui, eux, forcément, sont beaucoup moins digitalisés. Et là, on peut vite retomber sur des liasses papier avec des... Et c'est là où on perd en tout cas en continuité, même si quand il y a un accident ou quand il y a un incident, on sait toujours retracer les éléments. Mais ça reste, en tout cas, ça reste pour moi un enjeu extrêmement fort. Et il y a peut-être un deuxième enjeu sur lequel je voudrais réinsister, qui est difficile. Je voulais insister sur la difficulté qui est de faire grandir une supply chain de 20 à 30% par an. C'est un enjeu capacitaire vraiment extraordinairement complexe, sachant qu'il se fait sur plusieurs années. Donc chaque année, on fait en tout cas, les clients attendent 20 à 30% d'augmentation de capacité. Donc en quelques années, vous faites x2. Ouais, donc c'est vraiment extrêmement fort. Et donc on a bien sûr un enjeu à prévoir ça en avance et à long terme. Mais rappelez-vous, quand on assemble des produits avec des milliers de pièces, il faut s'attendre qu'il y en ait un qui ça se passe pas bien. Donc il y aura toujours une question de se dire, c'est quoi la tension que je dois mettre dans ma chaîne? Qu'est-ce que je dois mettre comme tension dans ma chaîne par rapport à ce que je sais faire? Et cet écart de tension entre les deux, c'est quelque chose d'extrêmement important à piloter. Pourquoi? Si je tire trop ce que je dois faire, mais j'ai moins que je sais faire, en fait, dans ma chaîne, je vais créer des stocks. C'est-à-dire que les gens vont se dire, je le dimensionne pour faire 10 alors qu'on ne sait faire que 8. On va mettre l'équivalent de 2 en stock et donc problème de cash. Généralement, les grands équipementiers, ils arrivent à s'en sortir, mais dès qu'on descend sur les PME, c'est tout de suite plus difficile. Il faut aller voir le banquier pour investir, pour faire les 30% de croissance.
Ou à l'inverse, si on dit en fait je sais faire que 8 et on met 8 dans le signal pour que tout le monde se dimensionne sur 8, on fera jamais plus que 8, on fera sans doute un peu moins que 8. Donc l'écart de tension entre ce que je dois faire et sais faire, c'est un sujet extrêmement important à piloter. Et nous on travaille beaucoup autour de ces sujets-là. Chez Argon, on a une approche qu'on appelle no chain planning, c'est un peu pour expliquer qu'on n'est pas justement exactement calé sur le signal, mais on gère bien ces deux signaux. On est capable de piloter la chaîne avec ça pour aider les gens à grandir et réussir leur ramp-up. Justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, en mon sens, pour arriver à augmenter la capacité de façon... Donc, il faut optimiser toute la chaîne de production. Et pour l'optimiser, quoi de mieux que d'utiliser la donnée pour le faire et de s'appuyer dessus. Et c'est là où, justement, c'est un enjeu stratégique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises le font de manière, on va dire... ad hoc, c'est-à-dire sur un process, sur une étape de process en particulier, ils vont faire l'analyse le moment venu a posteriori, alors que si on imagine un système qui permet de lier l'ensemble des différentes étapes du processus et les différents services et les différents acteurs, on va pouvoir tirer davantage de valeur et de capacité en fait, de production aussi. Mais c'est là aussi qu'est l'un des principaux enjeux pour contribuer justement à optimiser cette capacité et à l'augmenter régulièrement. Ouais, c'est clair. Et en fait, tu vois que le secteur, il a commencé à prendre cette direction-là. Il y a quelques années, quand tu parlais de comment ça vont vos opérations, ils vont dire je suis capacitaire. C'est ce qu'ils disaient. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à ce qui se passait chez eux. À savoir, j'ai les machines pour le faire, j'ai les personnes pour le faire. C'était déjà un premier élément. Mais dans ce contexte de ramp-up, en fait, tu es obligé de dire je suis capacitaire, mais c'est peut-être pas ça qui est limitant. C'est sans doute un de tes fournisseurs. Donc ils disent je suis capacitaire, ou en tout cas où je travaille dessus, et j'ai mis en place des gens qui vont aller regarder ce qui se passe chez les autres pour savoir s'ils sont capacitaires. Ça, c'est vraiment intéressant. Et la deuxième chose, c'est en plus, comme j'en ai plusieurs qui ne vont pas tous à la même vitesse, je dois synchroniser ce que m'amènent mes fournisseurs. Et du coup, en déduire comment moi je me dimensionne de manière capacitaire. Mais dans cette démarche-là, on doit impliquer aussi les fournisseurs, justement, parce que c'est en faisant cela qu'on va pouvoir aussi les embarquer dans ce type de démarche et qu'on va pouvoir tous être au même niveau. Mais c'est pas, je le concède, c'est pas quelque chose qui va être facile à mettre en œuvre, mais on doit embarquer les fournisseurs dans cette démarche, si on veut réussir. Ouais. Peut-être l'autre signal faible, on se rend compte que le secteur, en tout cas, il s'y intéresse, c'est que je pense que le mot supply chain n'était pas très connu il y a quelques années de tous ces acteurs-là. Bien sûr, il y avait des spécialistes chez eux qui le géraient, mais dès qu'on est, en tout cas, avec le ramp-up ou le gros accroissement de besoins et donc de capacités qu'on vit en ce moment, et la supply chain, c'est redevenu un sujet de direction générale, ce qui avait un peu disparu entre les années 2010 et quasiment 2018-2019 jusqu'au Covid. Donc vraiment intéressant, c'est parce qu'ils avaient réussi à stabiliser l'ensemble du secteur s'était stabilisé avec un rythme de croissance qu'ils étaient capables d'absorber. Et là, avec le ramp-up qui arrive, ça a vraiment déstabilisé. Et les sujets de supply chain sont des sujets de direction générale, là où ils avaient arrêté de l'être pendant quelques années. Quel cas d'usage concret d'analyse de données et de l'IA avez-vous déjà mis en place ou envisagez-vous de déployer chez vos clients ? Alors des cas d'usage, il y en a plusieurs, mais moi je pense à des choses qu'on a fait récemment où, par exemple, on travaille dans des problématiques où on peut avoir, par exemple, beaucoup de paramètres en jeu. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de données à disposition, entre tout ce qui est capteurs, machines, automates, et j'en passe. On peut très facilement avoir des centaines, voire des milliers de paramètres. L'idée, c'est de dire derrière, qu'est-ce que je fais de tous ces paramètres ? C'est pas de dire, je vais faire un suivi de tous ces paramètres au jour le jour, ça devient vite une usine à gaz. Par contre, on a des outils aujourd'hui, comme je pense à des composants d'IA comme du machine learning, qui vont permettre de s'appuyer sur de la donnée et de pouvoir très simplement, très rapidement, identifier les paramètres clés sur lesquels on doit se focaliser, qui en général sont quelques paramètres, 5, 10, 15, peut-être 20, je ne sais pas, mais ça reste quand même plus gérable et plus facile à manœuvrer que si j'étais dans un contexte où j'avais plusieurs centaines, voire des milliers de paramètres. Derrière, c'est beaucoup plus facile d'arriver à mettre en œuvre
une démarche de suivi continu de processus qui va nous permettre d'identifier, dès lors qu'elle intervient, une dérive, une tendance. Et on va pouvoir agir tout de suite, plutôt que d'attendre post-production et de constater les dégâts et de compter les morts, entre guillemets, comme on dit habituellement, avec une étude de capacité classique où on dit « là, on n'est pas bon ». Donc on peut anticiper les choses. Et moi, là où je suis toujours assez surpris, c'est qu'on parle de SPC, par exemple, maîtrise statistique des procédés. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'on voit des cartes de contrôle qui existent, et quand on va dans les entreprises, c'est toujours pas à l'œuvre, de partout, loin de là. Et pourtant, c'est un outil qui a plus que fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de très répandu, à mon grand étonnement, mais on y travaille, on essaye en tout cas de contribuer à ce que ça le devienne. Et puis, au-delà de ça également, pareil, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de travailler de façon très intuitive et très, on va dire, simple sur ces problématiques-là. On peut accompagner également sur ces sujets-là, mais effectivement, encore une fois, on parle d'IA, de machine learning, et tout de suite, on va avoir tendance à avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'aussi c'est une question de compétences. Et c'est là où on rejoint quelque part un des enjeux initiaux dont on parlait tout à l'heure. Il faut arriver à trouver la façon de monter en compétence les équipes et les métiers pour qu'ils puissent justement utiliser ce type de démarche pour leur simplifier le quotidien, parce que on ne peut plus vivre en fait avec la feuille et le papier aujourd'hui. La feuille de papier aujourd'hui, c'est pas possible. Avec la tonne de données qu'on a, on est obligé de l'exploiter si on veut en faire quelque chose et créer de la valeur. Ouais, je partage. Moi, j'avais 3 cas un peu concrets de mise en œuvre qu'on a soit commencé à faire, soit qu'on a vu nos clients faire. Le premier, qui rejoint ce que tu disais, qui est un cas autour de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de machine learning, et notamment dans toute la partie maintenance, réparation ou overall, comme on dit, donc toute la partie MRO du secteur, où on a des équipements qui durent vraiment beaucoup d'années, sur lesquels ils sont pour faire des prévisions de dépose ou de consommation de pièces de rechange sur des équipements qui durent 20-30 ans. C'est assez intéressant de se dire que là, la donnée est un vrai plus à déployer pour aller plus loin, en prenant en compte, comme tu le disais, un certain nombre d'éléments de qu'est-ce qui s'est passé dans mes ventes dans le passé, qu'est-ce que j'ai vendu comme équipement, mais aussi plein d'autres de facteurs exogènes et des features, comme on dit en machine learning supplémentaires. Ça peut être de l'heure de vol, ça peut être des conditions climatiques, ça peut être un certain nombre d'éléments à identifier, qui permet justement là d'aller voir des cas concrets de machine learning que tu peux déployer dans la partie opération pour les aider à avoir des meilleures prévisions de dépose ou de consommation de pièces. Ça, si on peut faire une petite aparté un peu rigolote. En tout cas, c'est assez intéressant, c'est que c'est assez peu déployé beaucoup dans le secteur, alors que c'est un secteur qui met beaucoup d'IA dans leurs produits. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'IA pour la partie technologique de leurs produits, pour aller rechercher, par exemple, vous faites des radars pour faire de l'accroche radar, pour aller suivre des gens, etc. Donc c'est dans la partie défense encore plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites autour de ça, mais beaucoup autour du produit, pas beaucoup autour de leur propre processus. Donc en tout cas, il y a un élément assez intéressant à aller creuser. C'est le premier cas que j'avais. J'en avais un deuxième, mais qui est un cas qui n'est pas encore très déployé dans l'industrie aéronautique, qui va être tout ce que tu peux faire quand tu traites beaucoup des flux qui augmentent. Donc ça peut être des flux de commandes ou des flux de distribution qui vont nativement se mettre à augmenter. Là, tu vas vouloir mettre en œuvre tout ce qu'on appelle ça du soft process automation, c'est-à-dire tu vas aller en même temps mettre des agents LLM, donc des gens qui savent lire les textes, qui savent lire les modèles de langage pour interpréter des emails, des Teams, des PDF que tu reçois pour pré-traiter de l'information, et qui amène ça par exemple soit à des populations de customer service, soit à des populations d'approvisionneurs, pour que ces gens-là, eux, voient de l'information qui est pré-traitée et qui leur fait gagner du temps, pour que ça leur libère du temps, pour juste traiter les anomalies et aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment un deuxième cas qui est existant, on va dire, dans le e-commerce depuis plusieurs années, mais qui commence à arriver dans un secteur qui est en croissance, et du coup, ils ont des gains de productivité à faire.
Et le troisième cas que j'avais en tête, c'est ce sujet de désynchronisation de doit faire et de sait faire, sur le fait que si on veut piloter une croissance, il faut piloter une supply chain, ou en tout cas son entreprise avec deux signaux. Qu'est-ce que je dois faire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je sais faire, ça veut dire quoi? L'écart entre les deux, comment je le pilote? Ça me semble un cas de data vraiment intéressant, et que pour le coup, nous, on met pas mal d'innovation sur ce sujet-là, côté Argon, pour y arriver, avec quelque chose qu'on appelle no chain planning, et on a même jusqu'à développer une solution pour le faire. Pour supporter les flux. Et ça, je rebondis là-dessus parce que moi, ça me fait penser tout de suite à des solutions de simulation aussi, où on peut simuler les flux, ce genre de choses dans un processus aussi pour permettre aussi, peut-être, pourquoi pas, au niveau stratégique de l'entreprise, de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et d'aider dans la prise de décision par rapport à ce que ça devienne justement la vision stratégique et de donner les moyens, en tout cas aux équipes métiers, d'avoir les ressources et les moyens d'œuvrer en ce sens aussi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les sujets qui manquent, clairement. On peut parler de la qualité au niveau de la production, on peut parler de tout ce qui touche à l'environnement, on peut parler de tout ce qui est développement et d'innovation, parce qu'effectivement, on cherche aujourd'hui à voir comment on peut proposer, par exemple, des avions qui, avec d'autres technologies de carburant ou autre, par exemple. Donc l'idée, on parle d'avion électrique, par exemple, tout simplement. Comment on fait pour le développer et comment on fait pour arriver à tendre vers ce type d'approche et de produit. C'est quelque chose aussi qui est un enjeu stratégique dans les années à venir. Et la donnée peut aider, en tout cas, en ce sens. Et la donnée, c'est ce qui est à la base de la transformation digitale, quelque part. Donc, à mon sens, il y a plein de sujets sur lesquels on peut œuvrer. Le tout, c'est d'arriver à embarquer justement l'organisation dans cette stratégie et dans cette vision. Ouais, moi, je trouve que c'est un très bonne remarque, tout ce qui ressemble à des digital twins, si on utilise si on jargonne un peu. En tout cas, il me semble que le secteur s'en est emparé, notamment pour la partie produit, savoir j'ai une simulation numérique de mon produit avec des caractéristiques, etc. Donc ça, ils savent le faire. On commence à avoir des digital twins de comment j'opère mes usines ou mes ateliers d'intégration, de fabrication. Et ça, je pense que ça a vraiment de l'avenir. Le digital twin de la supply chain, je suis plus sceptique parce que ça nécessiterait vraiment de maîtriser vraiment beaucoup de données dans beaucoup de dimensions. Et c'est un peu une sorte je pense, un peu de miroir aux alouettes, en tout cas à date. Peut-être que dans 5 ans, cette vidéo me fera dire l'inverse, mais en tout cas, dans les 4-5 prochaines années, je ne suis pas sûr qu'on va le voir arriver, voire même, je pense, pas avant les 10 prochaines années. Voilà, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ça me paraît on a encore beaucoup d'autres sujets à traiter avant, intéressants. Mais en tout cas, c'est vrai que le digital twin, aussi bien pour la partie développement que pour la partie organisation des ateliers, etc., ça me semble être des sujets tout à fait intéressants et à traiter et à avancer. Merci François, merci Samy.